le 9, hier le 9 février 2025, le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, le très médiatisé Constant Mutamba, a fait un tweet demandant à toutes les églises de la République démocratique du Congo, notamment celle de Kinshasa, de faire deux choses pour le Wazalendo ainsi que les FARDC. Un, c'était la prière. De deux, de remettre, de faire des offrandes, toutes les offrandes qui devaient être faites dans les églises. Hier, on devait les prendre comme effort de guerre pour les FARDC et les Wazalendo. Bon ou mauvaise chose? Selon certaines personnes, ils disent que c'est une bonne chose, c'est l'effort de guerre. Les autres disent que c'est une mauvaise chose. Mais nous allons nous poser des questions dont, autour de cette analyse, nous allons l'analyser. Est-ce que Bukavu va tomber ou Bukavu ne va pas tomber? Je peux vous dire que Bukavu est totalement encerclé à ce moment où je vous dis. Il est question soit de négocier le départ ou la sortie facile des troupes dans la ville, ou bien nous allons assister à une autre situation comme la situation de l'entrée de l'Alliance Fleuve Congo bar M23 à Goma. Est-ce que le M23 a besoin de négocier ou l'a sollicité une quelconque négociation avec les gouvernements? Déjà du côté du gouvernement, les militants de l'IDPS sont partis voir le cardinal Ambongo pour lui dire non à la cohésion nationale ou aux négociations directes avec le M23 et ils ne sont plus partie prenante. C'est comme si l'IDPS a toujours eu une vision contraire à la vision de son chef. Lorsque le chef de l'IDPS, le président, il donne une position, les membres de l'IDPS la rejettent. C'est comme si l'IDPS était un parti au pouvoir et en opposition, comme je l'ai toujours dit. C'est un parti au pouvoir et dans l'opposition, un parti au pouvoir dans la rue. Bonjour, bonsoir. Merci à vous tous qui ne cessez de vous abonner à cet espace Analysons Congo. Vous nous suivez sur Analysons Congo sur YouTube, Analysons Congo aussi sur Facebook, sur Twitter, Analysons Congo. Ne manquez pas de nous suivre aussi sur Eke News ici sur TikTok. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que nous avons atteint 10 cas au courant de la semaine passée. Nous commençons cette semaine, le challenge continue, nous devons faire 10 cas cette semaine. Nous devons atteindre 10 cas puisque l'objectif c'était de faire 20 cas. Et vous savez que ici sur TikTok, nous voulons avoir 1 million d'abonnés. Sur YouTube, c'est 100 000 abonnés. Alors, je vous dis bonjour et bonsoir à vous tous. Nous sommes en train de nous poser la question. La République démocratique du Congo est dans une période de guerre, comme vous le savez. Et dans cette période de guerre, vous savez tous que la République démocratique du Congo, sous la présidence de Félix Etienne Tshisekedi Wamulumba, il nous a déclaré qu'ils ont un budget de 16 milliards de dollars. Mais ayant un budget de 16 milliards de dollars, nous avons vu le ministre de Justice qui est en train de solliciter et demander à ce que les offrandes soient faites. Un texte est en train de faire le circuit des réseaux sociaux, notamment sur Twitter et sur Facebook, sur WhatsApp et Facebook, mais nous pensons pas que ça soit un tweet vrai. Mais nous pouvons juste dire que cela reflète comme un buzz. Et on dit que l'église de Papa, de Dadi Dalo a donné les offrandes de 9 000, l'église de Kabundi Wales a donné 18 000, l'église de Ouassilom a donné 15 000, et en dernier lieu, c'était pétage avec 28 dollars. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Nous pensons que c'est un buzz, mais au moins ça reflète l'image de ceux qui ont contribué. Il y a l'église de Joël, il y a l'église de Moïse Mbié et les autres. Ça manifeste que c'est cette classe-là qui est derrière l'appui du gouvernement, si nous pouvons le dire. Et ils sont derrière, pas seulement l'appui du gouvernement, mais derrière l'appui du président en place. Alors, est-ce que la RDC devra vivre des offrandes? La FRDC devra-t-elle vivre des offrandes?
Vous comprenez que c'est un aveu d'échec. Lorsque un gouvernement se permet de commencer à collecter les offrandes pour dire que ce soit cet argent qui va aider à l'effort de guerre, ou bien c'est cet argent qui va financer la guerre, cela veut dire que nous sommes très mal barrés. Alors on se pose la question, où sont partis les 16 milliards de dollars? Par contre, nous savons qu'il y a beaucoup de ministres qui ont l'argent, les ministres qui reçoivent jusque, nous avons, à la fois passée, nous avons fait l'analyse sur les frais de prestige allant jusqu'à 250 000 dollars. Et les frais de prestige qu'ont tous ces ministres-là, pourquoi ces frais de prestige ne sont pas pris en compte? On ne peut pas les réduire, on ne peut pas prendre ça. Nous avons des députés qui reçoivent jusqu'à 10 000 pour 10 jours de service, ils ont de 21 000 et ils ont refusé d'être réduits. Mais le peuple dont le président lui-même avait dit à la jeunesse qu'il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail, alors que nous savons que ceux qui fréquentent beaucoup les églises, ce sont nos mamans vieilles, nos mamans et les jeunes qui sont en train de se rechercher, ils viennent à l'église pour supplier à Dieu de leur ouvrir une avenir, puisqu'il n'y a pas d'autre avenir. Mais ce sont ces jeunes qui n'ont rien, qui sont fauchés. C'est à eux qu'on est en train de demander l'argent alors qu'on ne les avait pas donné du travail et surtout qu'on les avait dit qu'il n'y a pas de travail. Ces vieilles-là, dont ils ne se retrouvent pas, nos mamans qui vendent des beignets, c'est à eux qui sont en train de demander. Donc, les FARDC, quand ils descendent, ils pillent. Les Koulouna, ils pillent, ils volent nos mamans et le gouvernement vient encore nous extorquer. Le gouvernement qui a l'argent, qui a refusé de donner l'argent au peuple, vient ravir au peuple ceux qui n'ont pas, ceux qui ont, ils ne prennent pas ce qu'ils ont pour remettre. On nous a même pas dit, nous ne savons pas les salaires de notre président. Les salaires, le président n'a pas de salaire. Comme il n'a pas de salaire, on pouvait même dire que même ces habits-là, il peut même vendre ses habits et les montre pour le compte de l'effort de guerre. On n'a pas vu le président prendre 10 ou 20 de ses voitures, dire qu'on vend aux commerçants qui ont l'argent, comme ça on récupère cet argent-là, on met dans les efforts de guerre. Qu'on prenne le jeep de député que l'on vende. Mais on est en train de demander aux paisibles citoyens. Alors que nous sommes dans une situation où vous avez vu qu'au niveau de Goma, il y a eu une très forte arsenal qui a été récupéré par les M23. À Goma, il y avait presque 40 000 soldats. Et sur les 40 000 soldats, nous pouvons attester aujourd'hui que peut-être le M23 a au moins 10 000 avec lui. Mais regardons le même contexte dans les Sud Kivu. Je vous ai dit que la ville de Bukavu est totalement cernée. Je vous explique. Bukavu a 4 grands principales sorties. Nous avons la première sortie, je vais dire la sortie du port. On entre à Bukavu par la voie de port, le port de Bukavu, où les bateaux viennent en sortant de Goma, les autres sortent d'Idjui, des îles d'Idjui à gauche et du nord et du sud, ils viennent à Bukavu. Et déjà, cette voie, elle est fermée puisque la route vers Bukavu, Goma-Bukavu, elle n'est pas fonctionnelle. Donc, il n'y a pas de renforts qui peuvent quitter à Goma pour venir à Bukavu. L'unique renfort, c'est la voie de ceux qui sont en train d'attaquer et agresser Bukavu, notamment l'Alliance Fleuve Congo M23 avec leurs alliés qui, au travers l'eau, ils peuvent venir avec des speedboats. Donc, la route de Bukavu, au niveau du port, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. Nous pouvons dire que ce tronçon-là est contrôlé. Nous pouvons dire qu'il est contrôlé par les M23 puisque c'est lui qui contrôle le voie maritime à ce moment-ci. Il y a la sortie de l'aéroport vers Kavumu. Et c'est de là où tout le monde qui est en train de fuir est en train de venir. On est en train de dire qu'il y a beaucoup de militaires qui sont en train de s'entasser. Ils reviennent du front. On a même vu comment ils sont en train de piller à Kavumu. Ils sont en train de tuer les gens. Et Kavumu, c'est pratiquement moins de 25 km de Bukavu. Donc, il y a une autre voie. La deuxième voie, c'est la voie de Kavumu. Et c'est de cette côté-là que les militaires M23 viendront plus. Mais vous devez comprendre qu'il y a aussi beaucoup de shortcuts dans les forêts des collines et tout ça. Il y a la troisième voie, c'est la voie qui mène vers Ruzizi. C'est-à-dire, vous êtes, pour que vous compreniez un peu, vous êtes au niveau de l'essence, vous prenez la route qui va vers Fer Rouge, vous allez tout droit vers Collège Alfajiri et vous sortez Ngouba jusqu'à aller vers Ruzizi. Pour les gens qui comprennent, à la douane, à la frontière avec le Rwanda. Et là, on ne peut pas partir, on ne peut pas aller comme ça, puisque là, c'est le Rwanda qui entre. Il y a une autre voie de sortie maintenant, la quatrième que moi je pense, que j'ai dit, c'est la voie qui va vers Ngomo, où les gens sont en train de sortir en allant vers Bukavu et en allant vers Uvira. Et c'est l'unique voie que je pense qu'on va laisser pour la sortie des troupes burundaises, puisqu'on sous-entend qu'à Bukavu, il y a au moins 10 000 entre 10 000 et 18 000 Burundais qui sont là, puisque il y a eu encore 2 autres bataillons de Burundais qui sont venus en renfort, presque 700 hommes qui sont venus en renfort. On prétend qu'il y a entre 6 et 8 bataillons.
de Burundais qui sont, 16 bataillons plutôt, de Burundais qui sont au Congo, notamment dans le Sud Kivu. Alors, si tous ces 4 voies-là dont je viens de vous montrer, elles sont bloquées, il ne reste qu'une seule voie, c'est pour dire que Bukavu est cerné. Comprenez aussi à Bukavu, nous avons le Wazalendo, nous avons les FARDC d'abord, nous avons le Wazalendo, le Burundi, le mercenaire, les FDLR. Il y a au moins 40 000 hommes à Bukavu. Maintenant, si Bukavu aussi tombait, cela veut dire qu'on découpe totalement les pieds du gouvernement et de la FARDC, puisqu'il a perdu beaucoup de l'équipement et de matériel à Goma. Il a perdu aussi la main-d'œuvre, le militaire. Et jusqu'à aujourd'hui, je vais vous laisser au moins voir cette vidéo de militaires FARDC qui sont encore à la MONUSCO. Plus de 500 qui ne se sont pas encore rendus. On ne sait pas si on va les remettre ou ça va se passer comment. Ils sont là dans les cadres, peut-être on peut dire, on les amène dans les cadres de DD3R, je ne sais pas. Cependant, si Bukavu tombe, les militaires qui sont là vont aussi être rendus aux FARDC et au M23. Les munitions qu'on va rencontrer, à moins que quand on va commencer à voir que ça commence à chauffer, on va essayer de déplacer les munitions, mais déplacer les équipements, mais ça serait trop tard et ça sera trop lourd, puisque la route de Ngomo, il faut pas oublier que c'est une route, bien qu'elle a été asphaltée, la nationale numéro 2, je pense, ben, elle est toute, oui, c'est la nationale numéro 2, mais elle est compliquée. La route de Ngomo, elle n'est pas facile. Donc, à ce point-ci, ceux qui vont fuir, même s'ils prennent la route de Ngomo, ils vont se croiser à l'entrée des troupes rwandaises qui vont aussi bloquer au niveau de Kamanyola. À Kamanyola, ils vont bloquer. Certainement, il y a Kamanyola et Bugarama qui peuvent être l'un pour le Rwanda, l'autre pour le Burundi. Donc, on va les attendre au niveau de Kamanyola. On peut les taper, on peut les attaquer dans le flanc, c'est-à-dire vers la côte, vers le côté. Et il restera la possibilité qu'ils prennent la route de Nyangezi. Ils prennent les collines pour aller monter Nyangezi. Nyangezi, ils vont descendre, je ne sais comment, on peut dire, quand ils vont décrocher, je ne sais comment ils vont s'en sortir. Alors, si Bukavu, le topo que je viens de vous montrer, c'est presque le même topo qu'il y avait à Goma. Alors, le topo que je viens de vous montrer là, vous comprenez que la situation, elle n'est pas facile pour les FARDC. Et maintenant qu'on est en train de faire le Mabonza pour les FARDC, l'équipement qu'on va récupérer à Bukavu, les militaires qui vont être récupérés, donc la FARDC n'aura plus de force. L'unique moyen pour se regrouper ou bien pour se reconcentrer, c'est peut-être qu'ils attendent à Uvira. J'ai vu aussi à Uvira, il y a beaucoup de gens qui sont en train de fuir pour aller vers Kalemi. Ceux qui vont attendre à Uvira, ça sera encore compliqué, certainement, puisque il faudrait qu'on remonte le moral, qu'on leur parle, qu'on leur dise, je ne sais comment les convaincre de n'importe comment. Alors maintenant, s'il perd Goma, il perd Bukavu, il perd les troupes, vous voyez on aura déjà pris le grand lot de militaires, on aura pris le grand lot de munitions, de l'équipement, on aura pris le grand lot du moral des militaires, et beaucoup de gens seront affaiblis. Et c'est de là où maintenant on est en train de dire que le gouvernement ne veut pas négocier. Bon, le gouvernement ne veut pas négocier, c'est pas un problème. Mais est-ce que le M23 aussi a sollicité les négociations? On se pose des questions. Le M23 n'a pas sollicité les négociations. Certes, il a dit qu'il est ouvert, il est ouvert pour les négociations. Mais étant ouvert pour les négociations, va-t-il prendre les négociations ou pas? Je sais qu'une seule chose, où les gens ne veulent pas aller vers les négociations, puisque le M23 ne va qu'exiger une seule chose, le départ de Félix, et passer à une transition, ça peut être lui. Or, Félix ne veut pas perdre le pouvoir pour le moment, il veut d'abord prolonger la situation. Alors, vu qu'on a déjà annoncé l'échec sur le plan financier et que c'est l'argent qui finance la guerre, donc nous pouvons conclure, dire que la guerre, Félix n'est plus en mesure de la faire puisqu'il n'a pas l'argent. D'où sont partis les 16 milliards de dollars? Tout le budget de l'État, où est-il parti? Est-ce que le gouvernement a déjà mis en place un système pour bloquer ou bien pour étouffer tous les endroits où sortait l'argent ou les corruptions? Ça sera difficile, une mission impossible, puisque Félix a fait vivre ces gens dans ces systèmes et c'est devenu un système, et comme c'est devenu un système, c'est devenu compliqué. Vous ne pouvez plus dire aux gens de ne pas accepter la rétrocommission, vous ne pouvez plus leur demander de ne pas accepter de changer une décision moyennant
50 000, 20 000 dollars, vous n'allez pas demander à ces ministres-là de serrer la ceinture. Ils vont vous faire des comédies sur papier. Ils vont le dire oui verbalement, mais en réalité, ils vont vous faire des histoires impossibles. Faire la guerre, c'est devenu mission impossible. Ils sont en train de dire qu'ils ne peuvent pas négocier. C'est bon, ne négociez pas parce qu'il n'y a personne qui demande. Mais cependant, est-ce que si vous ne négociez pas, vous avez une autre alternative? Proposez une autre alternative, vous dites faire la guerre. Mais vous allez faire la guerre en demandant les offrandes. Est-ce qu'on fait la guerre avec les offrandes? Et faire la guerre devenir impossible et négocier devenir impossible. Quelle est le troisième voie que vous accordez? Laissez-nous les commentaires dans les claviers. Ne manquez pas surtout de nous laisser un cœur, de laisser aussi un commentaire, de laisser surtout un like pour bien référencer, afin que l'algorithme puisse référencer bien notre analyse. Merci, on est ensemble. Bonsoir, on vous aime beaucoup. Je vous avais promis qu'on va commencer, que je vous avais promis que je vais avoir de formations et les gens qui vont être intéressés, ils devraient avoir de formations. Je suis en train de finir l'équipement qu'il faut pour la formation et je vous dirai quand est-ce que les gens peuvent commencer à souscrire et les conditions. Bonjour, bonsoir.